J'étais originaire de Belfort, ma ville, de ma famille, etc. Un coin que j'aimais, où j'avais envie de servir. Puis après, je suis monté à la ville, au département, région, nationale et maintenant Europe. Mais je crois que ce qui fait la force d'un élu, c'est son enracinement. On ne peut pas réussir durablement en politique s'il n'y a pas un ancrage quelque part, une sorte d'endroit où on prend voilà, des racines qui permettent à l'arbre de pousser haut et fort. Et je crois qu'il faut vraiment garder ça en mémoire. Et bon, vous êtes élu à Bordeaux, d'autres collègues le sont ailleurs. Il faut absolument garder vos bases. Moi, je suis élu député européen depuis le mois de juillet. Bon, on est sans arrêt dans les trains, dans les avions, les métros, à droite à gauche. Mais on le fait parce qu'il faut absolument continuer. Si on veut que l'Europe gagne, il faut que les députés européens soient présents. Et on n'en a que 75 en France. Donc invitez-nous, on viendra partout, dans tous les endroits de France où ça peut être utile, parce que voilà, il y a une parole à porter. Et si on reste des élus hors sol, on n'aura rien compris. Et ce qu'on va voter comme loi, comme texte, ça sera complètement à côté de la réalité quotidienne. Donc il faut travailler là-dessus. Je vais d'ailleurs continuer pour terminer sur mon dernier sujet va te permettre de répondre. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai été maire de Talence pendant 24 ans. J'avais été 10 ans premier adjoint. Donc l'enracinement, il n'y a que ça de vrai. Ça a été une Benjamin du conseil municipal. C'est pour ça que je me suis permis de l'interroger et de dire pose une question. Alors pourquoi sommes-nous moins considérés par rapport aux électeurs comme des élus de proximité? D'abord, tu viens de dire parce qu'à Paris ou à Bruxelles, mais l'autre raison, la vraie, c'est que le lien que l'on avait a été coupé. Il a été coupé par la loi sur non-cumul. On n'a pas eu peut-être assez de courage. J'ai entendu le président de la République dire du courage. Je serais peut-être amené ce soir à parler 3 fois de courage. On n'a pas eu le courage de dire il y a des choses qu'il ne faut pas cumuler. On ne peut pas être maire d'une ville de 100 000 habitants et parlementaire, même ville de 45 000 habitants comme Talence, on ne peut pas être maire, c'est du temps plein, et être parlementaire. Par contre, on devait pouvoir conserver un lien avec l'exécutif. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un maire qui m'associe à tous. Bon, même si c'est moi qui l'ai mis en place, parfois, l'ambition est sûre de l'ingratitude. Bon, là, ça se passe très bien et il m'associe à tout. Mais j'ai beaucoup de collègues qui ont totalement perdu le contact avec le terrain. Or, les électeurs, pourquoi ils aiment le maire? Comme dit Larcher, il t'a porté l'engueulade d'abord, parce que ça ne va pas, on peut aller engueuler. Deuxièmement, il apporte des réponses parfois concrètes. Les parlementaires avaient autrefois une chose qui était intéressante, c'était la réserve parlementaire. Ouh là là! Elle était secrète, même si après c'était publié sur Internet. Donc c'était opaque. Plutôt que de la rendre transparente et de permettre aux parlementaires de rencontrer les citoyens qui leur disaient, voilà, il faut nous aider là, il faut aider sur cette association, et que dans toute transparence, on le porte. Maintenant, c'est le préfet qui le fait, avec 2 sénateurs sur le département, les 4 autres sont éliminés. Donc là aussi, on a perdu ce contact avec la réalité. Et pour les citoyens, c'est important, apporter des réponses, parfois concrètes, à leurs problèmes. Et ça, on ne peut plus le faire, il faut qu'on passe au travers soit d'un maire. C'est une deuxième raison de cet éloignement. Donc je souhaite que, et je sais, c'est pour ça que je te passe la parole de suite, qu'on essaie de revenir sur cette histoire de cumul. On ne parle pas d'indemnité, elles sont écrétées, c'est pas ça. C'est le problème d'être dans un exécutif pour être au plus près de vos préoccupations. Je sais que le MoDem à l'Assemblée a des idées là-dessus. Effectivement, le MoDem a des idées dessus, et pourtant, il clive ce sujet. Parce que soyons très clairs, ça ne fait pas l'unanimité. Loin de là. Mais pour moi, pourquoi on est ancré ou pourquoi on ne l'est pas, pourquoi on est lié ou pas? Pour moi, une raison toute simple. Moi, quand les gens me disent bah alors, vous êtes qui? Je dis bah, je suis une militante d'abord. Parce qu'à la base, je suis une militante. Je milite dans notre famille politique parce que je crois à un idéal. Parce que c'est mon premier mandat. Parce que j'aime la vie de Fédé. Parce que je suis d'abord une présidente de Fédé. Où chaque territoire compte, chaque ville compte. Il n'y en a pas des plus grandes ou des plus petites. Et parce que finalement, mon militantisme, il a commencé d'une certaine manière super tôt. C'était à l'école. Parce qu'à l'école, on voulait changer le menu de la cantine. C'est parti comme ça. Et je me suis rendu compte que si on était nombreux et qu'on voulait porter quelque chose, alors on y arrivait. Et c'est parti d'abord d'un militantisme, d'abord d'une volonté de s'engager dans la vie de tous les jours, dans notre vie du quotidien. Et je pense que l'engagement politique doit permettre ça. Et puis, peut-être un deuxième élément assez simple et assez basique. Moi, je n'ai pas changé de copain. J'ai les mêmes copains. J'ai la même famille. J'ai pas spécialement la même vie parce que c'est pas le même rythme. Mais je me sens pas déconnectée. Mais pas du tout. Parce que je continue à faire mes courses. Parce que encore une fois, mon entourage est le même. Par contre, la perception des autres a changé.
quand les gens qui me connaissaient d'avant, ils continuent à m'engueuler quand ça leur plaît pas, à me dire que c'est bien, on continue à refaire le monde le soir autour d'un apéro, et c'est ça qui me plaît. Ceux qui me connaissaient pas d'avant, il y a une petite distance, et ils te voient d'abord comme députée avant d'être une militante. Sauf que dans notre famille politique, il faut absolument pas qu'on laisse cet espace se creuser. D'accord, dehors, les gens ne te perçoivent d'abord, des fois par ton mandat, avant de te savoir porteur ou porteuse d'un idéal. Mais chez nous, ça ne doit pas se passer comme ça. Et c'est pour ça que j'invite chacun d'entre nous à d'abord faire vivre son âme de militant avant son mandat ou sa responsabilité d'élu. Et c'est l'esprit même, en fait, du Forum des parlementaires. C'est pour ça que mes collègues sont là, et j'espère que d'autres ne vont pas tarder à arriver. C'est pouvoir s'interpeller. Oh, voilà, un autre Un de plus. Qui est arrivé. Mais c'est hyper important. Sinon, finalement, notre parti ne sera plus une famille politique, ne sera plus un mouvement, mais se transformera vers quelque chose qui cloisonne. Et ce n'est pas du tout l'esprit. Et c'est, à mon avis, la première de nos responsabilités, c'est de ne pas hésiter à interpeller, à échanger. Et là, je vois Frédéric qui veut rajouter un mot. On va lui donner un micro. Merci, je vais rajouter un mot. D'abord, je vais faire un peu d'histoire, parce que ce que tu viens de dire sur la militance, moi j'ai vécu les années 80, je me suis séparé de la politique politicienne dans les années 80, alors que j'étais un militant adolescent, et je vous invite à regarder dans certains partis que je ne nommerai pas, qui alimentent un autre parti que je ne nommerai pas aujourd'hui, comment se font les carrières. UNEF, voilà. C'est-à-dire que ce que vient de dire Sarah, qui apparaît comme une évidence, des grands mots, eh bien, je crois que dans les années 80, il s'est passé quelque chose en France, sur les quartiers en particulier où j'étais engagé à cette époque-là, qui a cassé ça par stratégie, et où on a fait de l'homme politique, on a commencé à faire de la politique un match sur lequel il fallait parier. Ça, c'est les années 80, et je crois que ce qu'on a retrouvé avec le MoDem en 2002 et en 2007, c'est quelque part ce que vient de décrire Sarah, et c'est pas aussi évident et aussi lieu commun que ce qu'on pourrait l'entendre. Nous nous battons avec des partis où on a des carrières qui commencent à 17 ans. Je rentre à l'UNEF à 17 ans en 89 parce que je serai Premier ministre en 2013. Je ne vise personne. Et ce qui fait qu'on a... Non, mais regardez les carrières. Et ce qui fait qu'on a des gens qui, en fait, n'ont fait que ça. Et qui arrivent maintenant, et que nous, on retrouve, parce qu'il y a quand même quelques personnes à la REM qui viennent de là, et qu'on retrouve, et on ne parle pas le même langage à cause de ça. Voilà, ma deuxième partie de ma réponse, c'est que moi, je suis un élu des Français qui sont à l'étranger. Donc vous pouvez... Voilà, j'ai parfois dit, au début de mon mandat, j'ai dit on est le 4e territoire. Il y a des territoires urbains, des territoires ruraux, les territoires d'outre-mer, et puis il y a nous, les territoires des 3,4 millions de Français qui vivent à l'étranger. On a une sociologie qui est assez différente, j'insiste bien là-dessus. Les Français à l'étranger, c'est pas la BNP et Depardieu, c'est des gens qui partent. J'ai ce que j'appelle des chômeurs, moi, à Bucarest, une centaine de Français. J'ai des jeunes Français qui sont partis à Sofia, monter des petites boîtes, monter enfin, faire leur boulot. Et ce lien avec le territoire, je suis très souvent interrogé dessus. On en a parlé cet après-midi. Voilà, nous aussi, on a des élus locaux qui vont être élus en même temps que vous. Voilà, on a 450 élus locaux dans le monde, en plus des élus nationaux. Et je crois qu'il faudrait que, y compris en France, on transforme le regard sur ce que se représentent ces Français à l'étranger et le rapport avec le territoire que vous posez, qui est différent, bien sûr. On fait des choses différentes, mais il faut le retrouver dans ce que vient de dire Sarah. C'est-à-dire que moi, j'étais entrepreneur. Il y a du monde associatif, il y a des gens qui partent à l'aventure humaine, des profs de FLE, beaucoup de profs de FLE qui partent et qui partent dans des pays bizarres pour faire des projets grandioses. Et je crois effectivement, je blague un peu en disant que c'est un territoire, mais je crois effectivement qu'il y a là quelque chose qui est profondément la France et qu'on représente de la même manière que ce que vient de dire Sarah. Nous aussi, bien qu'on n'ait pas de trottoirs et d'écoles à gérer. Merci. Alors, on va peut-être prendre deux, trois questions. Sarah, si ça te convient,
Comme ça, on va pouvoir enchaîner, essayer d'être assez dynamique. Puis ce qui sera bien peut-être à un moment de la soirée, peut-être suggestion, Sarah, tout le monde connaît le député de son département, mais tout le monde ne connaît pas forcément les députés présents. Et ça serait peut-être sympa que tu puisses les présenter chacun pour peut-être aller vite dans un premier temps. Enfin, on va attendre que d'autres de vos collègues arrivent, messieurs, dames, parce que voilà, pour l'instant, tout le monde n'est pas là, mais ça serait bien sympa de les présenter, je pense. Oui, donc moi, ça va être pour le 94, j'ai une bonne connaissance de mes députés locaux. On a quand même vécu une année globalement de septembre à septembre assez violente, justement pour ce que vous représentez en tant qu'élu du peuple. Le principe même de représentation a été remis violemment en cause. Je pense que, autant je ne remets pas en question votre engagement personnel et votre lien justement avec la militance, mais il y a quand même un message qui a été passé. Quand vous avez 75% des Français qui étaient d'accord avec les Gilets jaunes, sans pour autant cautionner les violences, hein, je pense qu'il faut bien distinguer ce qui s'est passé dans la rue et on va dire il y avait eu un réel consensus au moins au début autour de cette remise en question du fait même que vous existiez en tant qu'élu de la nation. Je pense qu'il y a quand même quelque chose là qui s'est passé qu'on ne peut pas ignorer et qu'aujourd'hui, malgré ce que le grand débat a pu produire, on n'a pas entendu dans votre discours à tous. Vraiment, je me permets là peut-être d'être un peu critique, mais je suis vraiment très étonné qu'on n'ait pas compris que à partir de quelque chose qui était un pur mensonge d'État. C'est-à-dire que dire on va augmenter les taxes sur le carburant pour l'écologie, alors qu'on savait tous très bien que le principe de base, c'était non pas d'aider l'écologie, mais d'essayer d'équilibrer les comptes de l'État. Les Français s'en sont très vite rendus compte, et c'est pour ça que les 75% de soutien aux Gilets jaunes sont arrivés très vite. Et là, derrière, on n'a pas entendu la contre-parole qui était de dire « Ok. Mais il y a un moment, et je pense qu'on était nous légitimes pour le dire, puisque depuis 2007, les problématiques d'équilibre des finances de l'État, on l'avait quand même porté à travers François Bayrou, on aurait pu leur dire oui, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et il a fallu vraiment attendre le grand débat pour qu'on commence à avoir non pas un discours, mais qu'on laisse parler les gens et qu'on commence à construire derrière. Et je ne vois pas aujourd'hui la conséquence de ce qu'on a vécu. Je vais laisser Alain commencer, puis je vais réagir à quelques mots. Merci, oui, parce que le Sénat étant le représentant des collectivités, on a été les premiers interrogés par ça. Je dis de suite, c'est pas parce qu'on estime qu'on est plus intelligent que les députés, c'est simplement parce que tous les sénateurs ont été élus avant de terrain. Et donc il y a une incompréhension du mouvement. Je veux dire qu'à Bordeaux, le mouvement a été très fort, vous l'avez vu à la télévision. Je suis allé sur les ronds-points rencontrer des Gilets jaunes. Il est évident que leurs revendications étaient légitimes. Vous vous rendez compte, ce sont des personnes qui ont autrefois habité Bordeaux, le centre de Bordeaux. L'augmentation du prix des fonciers les a amenés à partir. Les emplois sont toujours sur Bordeaux, donc ils se retrouvent dans des secteurs où il n'y a pas de service public. Et il faut qu'ils se déplacent. Ils n'ont que la voiture, parce qu'il n'y a pas de transport en commun entre les secteurs pavillonnaires et la ville. Donc leurs revendications étaient totalement légitimes. Il était normal que 75% des Français. Il y a eu l'augmentation de l'essence. Et c'est pour ça qu'au Sénat, on avait pris une décision. Et le Premier ministre, qui est un homme honnête, est venu nous dire, on aurait dû vous écouter. On avait pris 3 décisions. 1, supprimer toutes les augmentations de taxes sur le carburant qui arrivaient. 2, supprimer la fameuse visite des véhicules qui risquait de faire perdre le véhicule aux personnes qui était très cher. Et troisièmement, de dire, sur la limitation 80-90, laisser les préfets et les présidents de conseils départementaux décider. C'était tout. Et c'est comme un incendie. Ça s'éteignit de suite, ça ne résolvait pas tous les problèmes. Mais ça a arrêté le mouvement de suite, et le Premier ministre a dit, mais on pensait qu'avec Noël qui arrivait, ça allait s'arrêter. Voilà, il fallait... Alors, ce n'est pas une question d'intelligence, je répète. On est habitués, nous, sur le terrain, les maires, vous le savez, il y a des maires ici, à sentir le mouvement de la population, et il faut réagir de suite. Sinon, c'est comme un incendie, au début avec un verre d'eau, vous l'éteignez, et après, il faut des tonnes d'eau. Et pour ça, ça a dérapé. Mais les problèmes restent. Actuellement, ils restent. Ça prendra peut-être une autre forme, mais les difficultés de ceux qui sont en périphérie ou en campagne existent toujours. Peut-être préciser que le MoDem a été très actif sur cette question-là dès le début. On a joué notre rôle dans la majorité gouvernementale en alertant très très tôt
François Bayrou a pris des positions, a échangé avec Emmanuel Macron à ce sujet-là. Et c'est comme tout, on est dans une majorité, donc il faut du temps parfois pour se faire écouter. Et le président de la République lui-même avait prévu une déclaration pour calmer le jeu, avec intégré dedans des dispositions qu'on avait prises, qu'on lui avait suggérées. Et puis au dernier moment, ça a été retiré du discours qu'il devait dire, parce que d'autres l'ont convaincu au dernier moment de ne pas le faire. Et finalement, ça s'est fait un mois après, où justement ces annulations d'augmentation ont pu être prononcées. Mais nous, on a fait notre travail au niveau du mouvement démocrate. L'ensemble des collègues de l'Assemblée nationale, du Sénat, ont travaillé pour justement dire attention, il y a un danger. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut du mouvement des Gilets jaunes, il y a une crise sociale réelle à la base. Après, il y a la récupération, il y a l'extrémisme, il y a tout ce qu'on veut. Mais à la base, il y a un vrai problème social. Et avec notre fibre sociale, qui est celle de notre famille politique, on a su, dans ce mouvement jeune qui est la République en marche, apporter nos idées, nos réflexions pour sortir de la crise. Et si on nous avait écouté peut-être un peu plus tôt, effectivement, ça aurait peut-être pu être meilleur. Moi, j'ai peut-être quelques compléments à apporter. Si on revient sur le mouvement des Gilets jaunes en tant que tel, il a exprimé quoi? Il a exprimé plusieurs choses. Une difficulté. Ça s'est embrasé sur le prix du gasoil, mais c'était loin d'être que ça. Sur mon territoire, j'ai 19 villes. J'ai fait 19 grands débats. Et en fait, on a passé, avant le début des grands débats, 42 heures avec des Gilets jaunes qui venaient à la permanence pour discuter. Il y en a qui voulaient filmer, il y en a qui ne voulaient pas filmer. Et ce qu'ils disaient, c'était une découverte pour personne. C'est quoi les grands sujets? C'est un problème de pouvoir d'achat. C'est quand les salaires n'ont pas augmenté pendant 20 ans, que tout augmentait, qu'on avait tous des nouvelles dépenses. Et bien finalement, petit à petit, la corde, elle se serre. Elle se serre au point où tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir. C'était pas une histoire de... C'était une goutte d'eau. C'était pas de dire est-ce que le budget, ce vote-là, allait là ou là. C'était un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, il venait en plus dans une période où les violences, elles augmentent partout. Parce que notre société, elle ne trouve plus les mots pour s'exprimer. Elle trouve plus des fois, elle manque d'espoir. Et quand je parle de violence partout, non, je vais y arriver, je vais y arriver. Et peut-être, pourquoi je dis d'espoir? Parce que quand on voit les violences aujourd'hui contre les pompiers, quand je vois les violences, des fois à l'hôpital, ou quand on voit les violences à l'école, dans les relations avec cette violence, elle est en train de monter parce qu'on a besoin l'expression. Et ce sentiment de représentation dont tu parles, il a commencé à bouger. Est-ce que vous pensez vraiment que si 2017 n'était pas passé par là, si ce qu'on avait cru en 2007, ce qu'on avait imaginé en 2007 ne s'était pas passé aujourd'hui, on n'aurait pas vécu ça? Je pense qu'on l'aurait vécu d'une manière encore plus forte. Mais cette assemblée, oui, elle a fait des erreurs. Notre assemblée, elle a fait des erreurs. Elle a fait des erreurs peut-être dans la manière de s'exprimer, dans l'ordre des choses. Je pense on peut le dire et on peut l'assumer. L'ordre des choses, c'est quoi? Le prix du pétrole, il continuera à flamber ou descendre, monter, parce qu'on est dépendant. Et on est dépendant de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et finalement, pour couper cette dépendance et pour être finalement libre, il faut qu'on fasse cette transition. On ne peut pas le matin dire il faut qu'on sauve notre planète et en même temps, je veux un gasoil à 89 ou à 1 euro. C'est pas possible. Et en même temps, quand tu as besoin de le payer, il y a un moment, tout se bouscule. Et parce que tout le monde se sent pris sous cet étau, eh bien quand tu es dans l'étau, il y a un moment, tu es colère. Hein, et tu l'exprimes comme tu peux. Et dans des territoires comme chez moi à Nantes, ça s'est beaucoup mobilisé. Les gens, ils ont aussi beaucoup dit qu'ils étaient seuls. Seuls. L'autre mal de notre société, c'est aujourd'hui la solitude. Parce que les gens ne se croisent plus. Les gens ne parlent plus. Ils ne se parlent plus entre eux. Et ils se sont retrouvés sur les ronds-points. Et ça a créé, mine de rien, les gens se sentaient moins seuls parce que finalement, leurs difficultés, quand tu travailles, quand tu essayes de t'en sortir, c'est pas que tu as honte, mais c'est que tu sais plus par où le prendre. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls dans ces situations et que c'était pas parce qu'ils faisaient pas assez d'efforts ou pas suffisamment d'efforts. C'est qu'aujourd'hui, notre société est en train de vivre une période de bascule. Et cette bascule, elle est plus dure pour certains. Et notre famille politique, notre courant de pensée, il a la responsabilité de laisser personne sur le bas-côté de la route. Personne. Et c'est pour ça que, finalement, nous, on a été très à l'aise à discuter. Parce que si on prend des exemples peut-être un petit peu qui ont fait de la presse, mais quand on a parlé d'augmentation de la CSG,
Si vous reprenez les travaux des députés MoDem, nous, on n'a jamais accepté ce plafond. On était bien plus haut en disant attention, attention, avec 2300 €, c'est difficile quand on est deux. Il faut faire attention. Ce n'est pas une personne, il faut prendre par foyer fiscal. Et l'écriture fiscale, elle est compliquée. Donc on était bien plus haut. Quand ça a été le quotient familial, tous les débats qu'on a portés en disant on ne vit pas de la même manière avec un salaire quand vous avez 2 enfants, 3 enfants, ou quand on est tout seul. Et le quotient familial a changé depuis, gouvernement Sarkozy, gouvernement Hollande. Nous, on n'a pas eu le sentiment d'être déconnectés, parce qu'on a tous été sur le terrain. Je vois Philippe, je vois Erwan, je vois Cyril. On a tous discuté, on a tous essayé de trouver des solutions. Mais cette colère, sa réponse, elle est finalement beaucoup plus globale. Et le temps de réaction, c'est ce qui a, à mon avis, pas été le bon. C'est ce temps qui a laissé tout s'embraser. Mais notre identité doit permettre demain, et je pense que c'est dans des moments comme ici qu'on doit réussir à écrire ces réponses. L'école, nos villes, nos élus. Et c'est les élus locaux qui sont les plus proches. Et finalement, quand ils ont ouvert les mairies, quand ils ont ouvert les livres de doléances, quand on a commencé les réunions, l'expression a été rétablie. Et c'est peut-être là l'élément essentiel, c'est qu'on revienne à ce pouvoir. Mais l'Assemblée nationale doit représenter notre société, et aujourd'hui elle la représente un petit peu plus. C'est pas encore idéal, mais un peu plus. Enfin, désolée, j'ai été un peu longue, je ferai hyper attention d'être un peu plus courte dans les réactions, mais il faut que le micro circule. Je comprends très bien la réaction, et pour expliquer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'Assemblée nationale, effectivement, il y a 300 députés marcheurs, et nous, au MoDem, on est 46 ou 47. En Marche, à la majorité, à elle seule. Nous, on est dans la majorité, mais En Marche n'a pas forcément besoin de nous pour faire voter des textes. Et nous, et c'est toute la complexité qui est là-dedans. Et c'est vrai que depuis 2 ans, je pense qu'on a fait des progrès. Au départ, entre guillemets, ils se fichaient un peu de nous. Et c'est intéressant de parler du mécanisme parlementaire. Comme le disait Sarah, effectivement, lorsqu'il y a eu la CSG sur les retraites, à 1300, nous, on a crié. On a dit, non, c'est pas possible. Vous vous rendez pas bien compte. Après, qu'est-ce qu'on devait faire? Il y a 2 manières de réagir à ça. Soit éventuellement, on ne vote pas les lois de finances, et à ce moment, on se met en défiance vis-à-vis de la majorité du gouvernement. Donc, on a un jeu qui est assez subtil. Et je comprends très bien votre question. On ne nous entend pas assez, mais en même temps, la question est là. On ne nous entend pas assez parce qu'en même temps, on ne peut pas être frondeur au sein de la majorité. Ce qu'il faut, c'est qu'on apporte notre voix. Et c'est vrai que ça se crée, et je pense que depuis 2 ans, l'AREM voyait un petit peu les erreurs qu'elle fait, nous écoute pas encore suffisamment, mais elle nous écoute plus. Et lorsqu'on tire la sonnette d'alarme, on est mieux entendu. Mais c'est pas évident de le faire, dans le sens où c'est tout un rapport au niveau du Parlement. Il faut être. Alors, c'est vrai qu'on nous entend peu, parce qu'effectivement, on est plutôt c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est plutôt des travailleurs, on connaît nos dossiers, on fait avancer des petites choses qui sont importantes, mais qui ne se voient pas forcément. Mais effectivement, ça fait pas les lignes de la presse. Et notre rôle, c'est toute la subtilité, c'est d'être en confiance avec la majorité, tout en amenant une petite voix. Mais cette petite voix, elle n'est pas simple à s'exprimer, mais je pense que depuis 2 ans, on nous écoute plus. Merci. On va peut-être enchaîner 2-3 questions, peut-être, Sarah, qu'est-ce que tu en penses? Ce serait peut-être plus, et puis on répondra à tour de rôle, en fait. Oui, bonjour, Michel Chapon, Bourges. Je ne suis peut-être pas très représentatif de l'Assemblée parce que je suis rien. C'est-à-dire que je ne suis pas élu. On peut être militant, entre guillemets, sans être élu. Donc, ma question, je vais mettre une lunette. Donc, il y a quelque temps, je suis rentré au MoDem parce que la philosophie de son président me plaisait, correspondait à ce que j'avais en tête, etc. Et puis, donc, j'ai milité. Donc, je suis devenu tracteur de M. Bayrou. Je n'étais pas le seul. Hein, il y avait une grande écurie de tracteurs pour mettre des tracts. Comment dire? Là, récemment, je lisais quelqu'un du MoDem, je ne sais pas s'il est vraiment adhérent, mais
quelqu'un qui compte, qui écrivait « Nous comptons sur votre présence et sur vos idées ». Et c'est tout mon problème, c'est où est-ce qu'on met les idées. C'est-à-dire que de temps en temps, je balance des cailloux dans une grande flaque qui s'appelle Agoradem. Je ne vois jamais personne du Modem crier « Allez mettre vos idées dans Agoradem ». Or, je ne critique pas l'existence d'un conseil national d'élus, etc., bon, qui vont mouliner un petit peu le tout. Par contre, je dénie l'omniscience à une assemblée, fût-elle de 50, 100, 200 personnes, même bien formées, même fort intelligentes, sur toute la problématique qu'il peut y avoir en France. J'ai en mémoire, à mes débuts où je me suis intéressé un peu au Modem, qu'il y avait eu 7 millions de personnes qui avaient mis leur bulletin en disant « Monsieur Bayrou, il ferait peut-être un bon président ». Est-ce qu'il y avait 7 millions de veaux? Ou est-ce que là-dedans, il pouvait y avoir 700 000, 70 000, 7 000 personnes qui pouvaient être des constructeurs de solutions? Pas des potentiels candidats élus, ceci, cela. C'est-à-dire que il y a des ministres qui font ce qu'ils peuvent. Derrière eux, il y a une palanquée de ce qu'on appelle de hauts fonctionnaires, à l'expérience humaine certainement assez variable. À mon sens, sur certaines conneries qui ont été faites sous M. Macron, est-ce qu'il n'y a pas quelques pirates dedans qui essayent de scier les pieds du tabouret? Enfin bref, moi le coût des 5 €, je ne pense pas que ce soit une connerie de ministre. Bref. Après, je vous dis, pour trouver des solutions, les ministres, enfin non, pardon, les législateurs dont vous êtes, empilent des lois. S'ils font les lois, c'est qu'ils doivent les connaître. Et c'est pas forcément vrai, puisqu'il y a des lois qui se battent en duel. Qui est au courant de ces incohérences? Il y a ceux qui appliquent les lois, c'est-à-dire le fonctionnaire un peu de base, et il y a l'administré qui se trouve face à des choses qu'il ne comprend pas parce qu'il entend blanc, il entend noir, etc. J'ai eu des cas récemment, il y a 2 jours, là, il y avait les histoires de... On fait refaire notre toit, donc on a demandé une petite aide à l'isolation. Et les 2 qui sont venus nous ont dit « Ah ben on va voir, on va essayer de voir qu'est-ce qui va pouvoir s'appliquer pour vous, pour que ce soit le plus avantageux, etc. » Enfin, il faut simplifier. Enfin, je vous dis, il y a dans les ex-votants de Bayrou, je n'ai pas voté pour Bayrou aux dernières présidentielles, il y a nécessairement des gens qui peuvent avoir des idées parce qu'ils sont confrontés. Merci, c'est une remarque très intéressante. On va y répondre, mais on va prendre plusieurs questions quand même. Là, il y a encore 2 mains qui s'est venues. Voilà, plein de mains. Alors, ce que je vous propose, parce qu'on a un temps qui est compté, c'est de poser des questions courtes. Enfin, vous pouvez développer une petite analyse rapide, mais qu'on soit vraiment concis pour qu'un maximum de personnes puissent parler ce soir. Merci. Donc Hervé Ball, président des Jeunes démocrates du Val-de-Marne. Donc j'aurai 2 petites questions, mais ça va être très court. J'aimerais que vous nous exposiez une satisfaction et éventuellement un regret que vous avez pu avoir sur les 2 dernières années en tant que parlementaire, pour savoir ce que vous avez réussi à apporter, mais éventuellement aussi ce que vous n'avez pas réussi, même si vous aviez de la volonté pour le marquer. Et ma deuxième petite question, ça serait que quand on discute avec les citoyens, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre le système législatif et notamment la construction d'une loi. Or, il y en a aussi beaucoup qui veulent y participer, qui aimeraient être participants à la construction d'une loi, voire participer à la rédaction d'un amendement. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour qu'au niveau local des circonscriptions, ils puissent porter des idées, voire améliorer les textes de loi en cours? Je vous remercie. Voilà, oui, Myriam Henry-Gros, élue du Vaucluse depuis de nombreuses années au Modem. Je vous remercie de votre sincérité sur cette subtilité dans les relations avec En Marche. Vous imaginez aussi qu'au niveau local, nous, à notre petit niveau, on veut se présenter aux futures élections et on a aussi cette relation qui nous prend beaucoup de temps,
qui n'émergent pas forcément sur des solutions. Et moi, je souhaiterais vivement que les investitures, on les ait très tôt au moins comme chef de file du MoDem, car c'est une réelle difficulté pour exister dans cet ensemble. Merci. Alors, on va peut-être répondre déjà aux 3 questions rapidement. Alain voulait répondre plutôt à la première question. Sarah, peut-être la deuxième. Enfin, mais vraiment, histoire qu'on fasse des réponses très très rapides. Hein. Vas-y. Oui, le problème lui-même est très vaste hein, par rapport à ce lien, comment se prennent les décisions sans passer par le citoyen, ça peut être discuté. Enfin, c'est ce que j'ai entendu parce que j'avoue qu'on entendait mal. Ah, les idées. Mais les idées, pour nous, elles viennent tout à fait de la base. Chaque fois qu'on est en campagne électorale, que ce soit au niveau local, au niveau national, il y a des réunions sur le terrain avec les militants, avec les citoyens, où on essaie d'écouter quelles sont leurs attentes, de formuler, d'écouter des propositions et de les porter. Ce qui est ennuyeux, c'est que, je vais faire une confidence, pendant que j'étais maire, j'ai constamment hurlé après tous les textes qui arrivaient, trop de lois, trop de textes. On doit être aujourd'hui à peu près à 9000 et quelques lois, plus 520 000 règlements, décrets, arrêtés, circulaires. Bon, qui peut connaître tout ça? Donc je hurlais contre ça. Et depuis 18 mois que je suis parlementaire, je hurle toujours parce que je vois constamment arriver de nouvelles lois. Mais le français est schizophrène. Hein. Dès qu'il y a un incident, il faut une loi. Donc il y a constamment des lois en préparation, il y en a trop. Je voudrais qu'on en supprime chaque fois qu'on en fait une, qu'on en supprime 2. Il y a un procureur de Gironde, Davos, qui m'avait dit un jour, il existait toujours une loi, je ne sais pas si c'est toujours le cas, de 1934 qui interdisait le port du pantalon aux femmes en dehors des périodes de carnaval. Ça a été supprimé. Ça a été supprimé. Enfin, non, tout ça peut dire que voilà, la réflexion, c'est que dès qu'il y a des suggestions, des réflexions au niveau des militants ou des citoyens, on essaie de faire remonter. Après, ça se traduit, c'est vrai, de manière complexe en texte. Parce que ça a été ma découverte, de voir comment se préparent les lois. C'est un petit capharnaüm. Alors quelquefois, on ne reconnaît plus la loi à l'arrivée par rapport à l'esprit qui l'avait animé. Mais ça, c'est la procédure parlementaire lourde qu'il y a chez nous. Moi, je vais répondre aux 2 questions en même temps. Où est-ce qu'on fait vivre ces idées? D'abord dans notre parti. C'est pour ça qu'on est un mouvement démocrate. Dans nos fédérations, dans nos réunions de fédération. Et l'Agoradem, dans nos fédérations, dans les réunions sur nos territoires, dans les sections. Ici, vous êtes dans quel département? Ça, on cherche les Deux-Sèvres ou le Cher? Le Cher. Eh bien, on regardera ensemble comment ça se passe, avec qui. Parce que c'est ça le plus important. Et les territoires où on n'a pas de fédération vivante, eh bien, on peut créer des fédérations régionales pour créer cette solidarité. Il y a un moment ou un autre. Et il y a un moment ou un autre, il faut créer ces unions. L'autre outil, l'Agoradem. L'Agoradem, on a investi pour qu'elle soit à nouveau utile. On l'avait réouvert pendant le grand débat. Et aujourd'hui, l'Agoradem ne fermera plus. L'Agoradem ne fermera plus jamais. C'est notre plateforme numérique pour permettre de remonter les idées, de créer le débat. Et on est en train, c'est un peu un secret, mais du coup je suis obligée de vous le dire maintenant, on est en train de réfléchir à comment la rendre plus dynamique pour que quand plusieurs personnes parlent des mêmes sujets, que ça puisse faire émerger des groupes. Mais l'Agoradem, c'est un des outils numériques qui nous permet de communiquer, mais il ne faut pas qu'on accepte que le numérique soit la seule manière de communiquer. Parce que finalement, c'est pas bon. Les bonnes relations restent des relations d'humain, où on échange, où on débat, et c'est essentiel de le garder. Et puis peut-être un 3e point pour répondre à ce qui a réussi et ce qui a moins réussi. Moi, je suis assez fière, d'une chose, mais parce que je suis un petit peu rebelle, j'avoue. J'avais déposé un amendement qui me tenait à cœur, parce que moi, je viens du monde associatif. Et pour financer les associations, ceux qui comprenaient le mieux et qui avaient vraiment la main, c'était les PME. C'était les entreprises sur nos territoires à taille moyenne. Et quand je rencontrais des chefs d'entreprise, ils me disaient « Bah oui, mais alors combien je peux donner? Comment ça se passe ?» C'est super compliqué. Et ils ne pouvaient pas aller chez un comptable à chaque fois pour me dire si on pouvait ou pas aider l'association. On avait en tête ce qu'on appelle la franchise de 10 000 € pour permettre à toutes les PME de France qui veulent aider une association de pouvoir aller jusqu'à 10 000 € sans complexité fiscale. Truc simple, basique. Et j'avais présenté ça avec tous mes collègues MoDem lors du premier PLF. On s'est fait bananer, mais d'un revers de main, allez, avancez, il n'y a rien à voir. Mais parce que je suis foncièrement pleine d'espoir, parce que je crois que l'avenir, finalement, il nous appartient si on l'écrit, eh bien on est revenu, on nous a fermé la porte, mais on est revenu par la fenêtre. Et ça a été voté très tardivement,
à pas beaucoup d'écart, mais voter quand même. Parce que nous avons compris collectivement qu'au-delà de notre famille politique, au-delà de notre groupe, notre responsabilité, c'est d'aller convaincre du bon sens. Et que nous, on ne cherche pas des victoires de symboles, on ne cherche pas des totems, on cherche que ce soit bien, que ce soit utile. Et on a réussi à le voter l'année dernière. Et puis, un autre petit truc, mais c'est une loi sur la trésorerie des associations. Après, c'est mon combat, c'est ce qui me porte, qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'on a réussi, à l'unanimité, on a réussi à réunir tout le monde. Parce que si on n'arrive pas à s'engager pour les associations sans clivage de partisanerie, alors on aura peut-être trahi ce qui nous a tous embarqués en 2007. C'est-à-dire, si sur nos territoires on arrive à faire des alliances au plus utiles, alors on doit être nous capables de faire cette trait d'union. Et ça, c'était un beau moment de victoire. Et pour vous répondre en une seconde, on vit la même chose. On vit la même chose à l'Assemblée et sur nos territoires. Et aujourd'hui, le secrétariat général, c'est-à-dire, c'est Richard, Jean-Noël, Alice, Jean-Jacques, vos présidents de fédé, les délégués départementaux. En fait, tout le monde essaye de consolider et on essaye de mettre en musique et au mieux. Et c'est jamais suffisamment rapide, mais ça va arriver. Et je vais vous dire pourquoi je sais de quoi vous parlez, c'est que jusqu'à il y a 2 ans, avant d'être élu député, j'ai fait 2014 avec la responsabilité de ça. Et nos dernières investitures, on les a eues 1 mois avant l'élection. Et je l'ai vécu de l'autre côté. Et aujourd'hui, je sais que c'est important. Et que tant qu'il y a de l'envie, c'est bon. Et je vous promets, en tout cas, la bonne volonté est là. C'est pas idéal, mais la bonne volonté est là. Merci Sarah. Alors il y a Frédéric Petit qui veut faire un petit complément rapide. Oui, juste un complément. Je voudrais vous rappeler sur la question du lien entre le citoyen et le parlementaire. Le parlementaire, son premier travail, c'est pas que de faire des lois. D'ailleurs, on dit qu'il y en a trop. Son premier travail, c'est de contrôler le gouvernement. Et moi, je veille à ce que, y compris dans ce travail de contrôle du gouvernement, les citoyens soient là. C'est-à-dire que les grands débats, c'est pas uniquement l'intégration des citoyens, le Agora, etc. C'est pas uniquement pour que les citoyens nous accompagnent dans notre rôle d'avoir des idées, de changer, etc. C'est aussi pour qu'ils nous accompagnent dans le travail du contrôle du gouvernement. C'est-à-dire comment ça se passe. J'invite mes citoyens à aller lire les rapports, regarder les rapports qu'on fait sur qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement, parce qu'on a trop de lois et en plus, c'est aux citoyens aussi de suivre ce que fait le gouvernement. Merci Frédéric. Alors, on va peut-être encore prendre 3 questions. Ah, pardon, il y a un complément de Philippe Latombe, notre député de Vendée. Je vais faire juste un complément, et c'est pas pour, et ça va faire le lien avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Marc Fesneau. Le groupe Modem est peut-être le seul dans l'hémicycle qui est capable de parler avec l'ensemble des groupes de l'Assemblée. On est capable de parler avec les LR, on est capable de parler avec l'UDI, on est capable de parler avec AGIR, on est capable de parler avec le PS, on est capable de parler à tout le monde. Et on a cette capacité-là. Et le texte auquel tu faisais référence, pourquoi on a l'unanimité? Et on en a eu quelques-uns comme ça. Pourquoi on a l'unanimité? Parce qu'on arrive à parler à tout le monde. Et qu'on arrive à être ce trait d'union. Et c'est pas pour rien que Marc est devenu ministre des Relations avec le Parlement. C'est parce que, issu de ce groupe, et on l'a encore avec Patrick Mignola très régulièrement, on est en capacité d'avoir des discussions avec l'ensemble des groupes. Et ce qui s'est passé, et ça commence à émerger chez En Marche, il commence à se dire, mais, il parle, il disait, voilà, mardi dernier, le psychodrame qu'on a pu avoir sur les emplois à domicile pour les personnes de plus de 70 ans, c'est exactement ça. On est tous rentrés en réunion de groupe, on a dit, mais c'est pas possible. Il va falloir qu'on porte ce message au gouvernement. Et dans l'après-midi, quelques heures après, le gouvernement fait marche arrière. Parce qu'on était, nous, sur le terrain, on avait vécu tout ça, on était remontés à Paris en disant, c'est juste pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on est écouté un peu plus, de plus en plus, et aussi parce qu'on a la capacité à discuter avec tous les groupes. Et c'est ça qui est important et qui est intéressant. Donc on a besoin de vous remonter sur le terrain, de voir ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut le mettre en musique, et voir comment est-ce qu'on peut en parler avec l'ensemble des groupes. Et je pense que c'est ça la force aussi du Modem. Merci. Alors il y a une question là-bas au fond. Et peut-être, on va prendre 3 questions au fond de la salle. Un monsieur devant. Et encore une question au fond après, si c'est possible. On va déjà laisser la parole au jeune homme là-bas. Merci à vous. Je voulais simplement que vous nous expliquiez pourquoi la possibilité de la fronde face à LREM n'était pas possible. Moi, je suis attaché à l'identité Modem. Je pense qu'elle est différente de l'identité LREM et je me base sur des exemples historiques. J'ai un souvenir assez fade de l'UDI sous Sarkozy quand on prend sa suite.
Et la position également fidèle d'Europe Écologie Les Verts envers François Hollande ne les a pas forcément servis. Donc pourquoi nous reprenons le choix d'être fidèles à une majorité qui nous écrase et qui nous laisse peu de marge dans le... Voilà, je suis inquiet de notre avenir dans cette position de fidélité à côté d'un monstre médiatique qui est LREM. Merci pour vos réponses. Alors, une question de monsieur devant. Et après, on prendra une question au fond. Alors, préparez-vous au fond. Bon, le fort Nancy, je vais me sentir un peu en porte-à-faux par rapport à ce que vous avez dit. C'est sur une proposition de loi déposée à l'Assemblée, enfin qui va être déposée à l'Assemblée nationale, qui est transpartisane, présentée par Delphine Batteau, Mathieu Antonin et Cédric Villani. Bon, cette proposition de loi, elle propose que les établissements d'enseignement supérieur intègrent systématiquement dans leur formation... Attendez, mettez peut-être le micro plus près de vous pour que tout le monde entende bien. Merci. Alors, la présente proposition de loi propose que les établissements d'enseignement supérieur intègrent systématiquement dans leur formation l'enseignement des enjeux liés à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et au changement climatique. Voilà, donc on est là, pour moi, le climat, c'est absolument catastrophique et il faut absolument que tous les députés s'en emparent. Alors sur la proposition de loi était soutenue par Erwan Balanant, voilà, a été soutenue par Laurence Wisniewski du MoDem, bon, et Laurent Garcia. Alors Laurent Garcia, il est de chez moi, c'est-à-dire du 54, et là j'ai 3 députés déjà qui sont dans la liste, qui sont une France Insoumise, Caroline Fiat, et un socialiste qui est Dominique Potier. Les 2 LREM, je les ai vus, ils vont le soutenir aussi. Alors, est-ce qu'il serait possible que les 40 et quelques députés MoDem soutiennent cette loi? Ça paraît fondamental que nos jeunes, à qui on lègue une planète complètement dégradée, on ne leur donne pas les moyens de se former pour savoir comment faire face à tout ce qui sera nécessaire de faire. Merci pour la suggestion. Alors, peut-être au fond, pour montrer qu'on n'oublie pas le fond de la salle, et puis on va vous répondre de façon rapide, de sorte à peut-être faire une dernière salve de questions après, hein, et on va être obligé de conclure. Ce serait pour suggérer lourdement qu'au moins au MoDem, on cesse de systématiquement parler d'employer à tout bout de champ, sans aucune restriction ni réserve, le mot territoire. Territoire, ça ne veut rien dire. Territoire, c'est un endroit peut-être vide, où il y a éventuellement du bétail dans un enclos, mais ça ne dit pas qu'il y a des citoyens qui ont des vies, qui ont des problèmes ou qui n'en ont pas, et qu'on respecte. Alors, il n'y a pas plus méprisant que le mot territoire. Alors, c'est pas forcément dit avec mépris, mais c'est un machin, c'est un mot valise dans lequel on met région, commune, département, je sais pas quoi, ZAD. Bon, c'est un machin pratique pour dire n'importe quoi. Mais si vous, enfin, les gilets jaunes, ils veulent aussi du respect. Et le mot territoire est vraiment irrespectueux. C'est un machin qui vient de Paris, dans les médias. Merci. Arrêtons au moins au MoDem d'employer ce mot-là. Alors, merci. Alors, je vais vous dire... Un peu d'hygiène. Alors, si vous m'autorisez, je comprends ce que vous voulez dire, mais je vais vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec votre intervention. Il y a une raison très simple. Je viens d'un département qui s'appelle le territoire de Belfort. Et je suis très attaché à mon territoire, soyez-en convaincus. J'ai bien compris ce que vous vouliez dire, mais c'est vrai que le territoire, c'est aussi un bassin de vie, c'est aussi un pays, c'est aussi une agglo, ça peut être aussi une métropole. La notion de territoire, elle doit être, à mon avis, comprise dans ce sens-là, d'autant plus qu'il y a des politiques d'État autour de territoires d'innovation, territoires d'industrie. Ce sont des termes qui sont rentrés dans le langage courant, et je pense qu'il faut quand même l'utiliser, mais je suis d'accord avec vous, à bon escient. Alors, sur les autres... Non, Alain voulait faire une réponse rapide sur la première question et Erwan va compléter peut-être sur la deuxième question. Voilà, la question sur la majorité pléthorique, c'est ça, d'une assemblée et le pouvoir qu'on peut avoir à côté.
Dans l'histoire, je rappellerai qu'en 1997, je crois, il y a eu une majorité de 3 voix. Il n'a jamais manqué une voix à ce gouvernement pour faire passer ces lois. Mais par contre, toutes les lois étaient discutées âprement puisque la majorité était faite de manière plurielle. Et donc ça obligeait à cette synthèse pour arriver à des... Là, les grands bataillons qu'il y a eu, 68 et après, les grands bataillons, ça ne donne pas beaucoup d'imagination. Heureusement qu'il y a des aiguillons, comme le MoDem, pour essayer de faire changer ou avancer les choses. Sinon, les grands bataillons, c'est toujours, dans mon esprit, une mauvaise chose. Mais il faut vivre avec ce qui existe. C'est ce qui existe, il faut bien s'adapter. C'est pour ça qu'on a proposé tous au MoDem une modification du mode de scrutin pour arriver à ce qu'il y ait une assemblée beaucoup plus plurielle, beaucoup plus variée, de manière à ce qu'il y ait des discussions en permanence. Voilà. Mais aujourd'hui, la situation, c'est vrai, elle n'est pas satisfaisante. On travaille avec la majorité, mais c'est disproportionné. 346, bon. C'est pas égal comme combat, mais vous avez quand même vu que l'efficacité des 46, qui eux travaillent dans l'imagination et en équipe, ça fait aussi bouger les choses. Pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais c'est comme ça. Non, juste plusieurs mots, parce que je sens à vous écouter un peu une sorte de crainte sur le fait qu'on ne soit pas assez présent et qu'on ne serait pas assez influent à l'Assemblée. Moi, je peux vous dire que le groupe MoDem est extrêmement influent à l'Assemblée, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, à part un député du Finistère, on n'a que des très bons députés. Non, mais c'est vrai. Non, mais on est une très bonne équipe en réalité. Non, mais c'est pas de la flagornerie, c'est reconnu. Pourquoi on est bon? Parce que peut-être qu'on est concentré et que ça n'a pas toujours été facile pour le mouvement, et ceux qui ont réussi à émerger là sont des gens qui ont une expérience, soit comme Sarah qui a une expérience dans le monde associatif, dans le monde professionnel extrêmement intéressante et importante pour la construction de la loi. Toi, tu as une expérience d'élu local. Patrick a été maire pendant très longtemps. Il est chef d'entreprise. Donc voilà. Donc on a une certaine expertise sur un certain nombre de sujets, et on est influent parce que on est parfois, à des moments, c'est nous qui dépannons, mine de rien, l'AREM sur certains sujets. C'est parfois nous qui faisons le petit truc qui permet à un texte non pas de passer numériquement, parce qu'ils sont largement supérieurs à nous en voix, mais sur l'influence et sur l'acceptation dans les médias du texte. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas que vous soyez un petit peu... soyez plutôt optimiste, hein. On fait du bon boulot. Je vous dis, à part un député du Finistère, on fait plutôt du très bon boulot. Sur votre question sur la loi, sur cette PPL. Alors, le PPL, pour ceux qui ne savent pas, c'est proposition de loi. Il y a deux façons de faire des lois. Il y a les projets de loi qui sont les lois qui viennent du gouvernement, et les propositions qui sont issues du travail d'un député ou d'un groupe de députés. Et ça, c'est une proposition de loi qui est une proposition qui émane du groupe un peu transpartisan qui s'appelle Oui Accélérons, qui est un groupe qui est composé d'une bonne partie des députés MoDem. Je pense qu'on est, je ne sais pas combien on doit être dedans, on est un certain nombre. Et donc c'est un texte qui va mûrir. Et si tous les députés MoDem ne sont pas encore signataires, c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu l'info. Il faut savoir, faut que vous sachiez quelque chose sur le travail parlementaire. On reçoit à peu près 1 ou 2 ou 3 propositions de signature de PPL par jour. C'est à peu près ça, hein. Peut-être plus même. Peut-être plus même. Voilà, ouais, plus. Donc, allez, on va dire 5 fois par jour, on reçoit dans notre boîte mail un député ou un groupe de députés qui nous propose de co-signer un texte. Donc, parfois, ça prend un long moment entre où il y a le début du processus et où le texte est posé sur... voilà, par exemple... mon ami Milienne, il va la voter parce ça lui était passé au-dessus des radars, parce que ça n'a pas été envoyé nécessairement à tous les députés. Donc voilà, c'est le processus législatif, c'est parfois long, parfois il y a des sujets qui émergent, donc voilà, c'est comme ça. Et alors juste sur la question, sur la réponse, parce que c'était extrêmement intéressant de savoir comment le citoyen peut parfois participer à l'élaboration de la loi. Alors déjà, écrire une loi, écrire un amendement, c'est souvent extrêmement technique. Nous, on est aidés par nos collaborateurs
qui sont souvent juristes et qui font pour que ça colle parfaitement. Alors après, les députés, on commence à savoir le faire, mais c'est extrêmement important. Mais par contre, moi, je sais que dans ma circonscription, là, sur le texte engagement et proximité qui arrive bientôt, j'ai proposé à tous les maires, enfin tous les maires, non, tous les élus du territoire, conseillers municipaux, maires adjoints, alors j'ai dit territoire, excusez-moi monsieur, hein. Moi, j'aime bien ce mot territoire. Dans territoire, il y a terre, et ça va très bien. Territoire, c'est un très beau mot. Et donc, je leur ai proposé de faire une séance de travail pour qu'on analyse le texte. Donc, ils ont eu le texte en amont avec une note qu'on leur avait faite. Ils vont travailler. Certains m'ont déjà dit qu'ils avaient des pistes de réflexion. Et moi, je vais porter sans doute un certain nombre d'amendements qui seront issus de ce travail avec les élus. Et ça, je pense qu'on peut aussi parfois le faire avec des formules de citoyens. Sur un certain nombre de textes, on peut imaginer de le faire. Et moi, je sais que c'est une première expérience. Ouais, Jean-Luc Laglaise à Toulouse le fait. Je pense que Sarah, tu dois le faire. Voilà. Moi, je l'ai pas encore fait parce que ça demande beaucoup de temps. Donc voilà. Mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Merci. On va laisser la parole à Bruno. Non, mais je ne vais pas monopoliser longtemps, pardon. C'est pour revenir sur ce que disait Erwan de l'influence des députés MoDem au sein de la majorité présidentielle. Il y a tout un travail que vous ne voyez pas, qui est en partie dû à Patrick Mignola et avant lui à Marc Fesneau, c'est-à-dire nos deux présidents de groupe qu'on a eu depuis le début de la législature, qui travaillent beaucoup en amont avec le gouvernement et qui évitent bien des conneries, je peux vous le dire, parce que le gouvernement nous écoute. Donc on a une vraie influence déjà en amont, avant que les textes arrivent à l'Assemblée nationale ou même en commission. Et après, en commission, on arrive aussi à faire infléchir des trucs parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on leur prouve par A plus B que ça ne fonctionnera pas. Je pense que la différence de travail, de méthodologie de travail entre les députés MoDem et les députés LREM, beaucoup de députés LREM sont très bons techniquement. Ce sont de très bons technocrates, entre guillemets. Ce sont des têtes bien faites. Ça, il y a beaucoup de cervelle, il y a beaucoup d'intelligence, mais ce sont des technocrates. Mais ils sont, contrairement à nous, je ne vais pas dire qu'on est cons, parce qu'on n'est pas cons, mais on est beaucoup plus proche du terrain. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre ce qu'on nous sort, la bouillie technocratique, on arrive à comprendre ce qu'ils veulent faire et à analyser assez rapidement si ça va fonctionner avec le terrain ou pas, ou si ça a une cohérence ou pas avec le terrain. Et c'est notre expérience du terrain qui sert au gouvernement. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression qu'effectivement on n'a pas beaucoup d'influence sur la marche des affaires, mais contrairement à ce que vous croyez, on en a beaucoup, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Bruno. Alors on va prendre les 3 dernières questions parce qu'il va falloir conclure. On va faire 3 réponses rapides. S'il y avait encore des frustrations, sachez en tout cas qu'on est dispo presque toute la nuit. On peut être devant la salle, il y a le bar derrière. Et tant Sarah, Alain que moi, on va pouvoir répondre à vos questions avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Je voulais simplement vous signaler quand même que si vous souhaitez poursuivre le dialogue avec vos députés européens, il y a demain soir à 18h20 une autre rencontre qui s'appelle « À la rencontre de vos députés européens ». Donc nous serons à 4 à répondre à vos questions. Je vois Sylvie Brunet qui nous fait un signe cordial là-bas. Donc on répondra à vos questions à partir de 18h20 jusqu'à 20h à la salle Gavrinis, donc juste avant le repas du samedi soir. Gavrini, pardon, désolé. Je prononce mal le breton, cher Erwan. Voilà, donc merci. On attaque pour la première question. Oui. Donc Loïc Delorme, jeune démocrate, et si vous me permettez de caricaturer un peu, nous sommes un parti parlementaire. Nous pensons que le législatif doit primer sur l'exécutif et doit être capable de le tenir responsable. En Marche est un parti assez présidentiel qui juge que l'important c'est un exécutif dynamique. Étant donné ce léger désaccord au sein de notre alliance, quelle est notre stratégie au long terme? Est-ce que l'on pense que ce n'est pas une priorité pour le moment, ou est-ce que l'on essaye de faire fléchir la position de la majorité? Merci. Merci. La deuxième question, s'il y a encore des mains qui se lèvent, évidemment, hein, sinon on conclut plus tôt. Hein. Alors, là, et puis après on terminera par monsieur devant, là, qui lève la main depuis assez longtemps. Oui, une toute autre remarque. J'admire l'action des forces de police, des policiers.
au moment des manifestations. Ils ont vraiment une présence et une façon d'agir qui me plaît. Mais quand même, 1700 de blessés sur les civils, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce qu'il n'y a pas des armes à modifier ou à faire évoluer? Merci. Et donc la dernière question. Devant, monsieur, à vous la parole. Bonjour, je suis Pascal Provence, adjoint à la ville de l'Île-et-Roses. Moi, c'est pas une question, c'est une remarque, mais une proposition, mais qui a été reprise par notre député. C'est qu'au niveau de la ville de l'Île-et-Roses, moi, je suis un peu comme le MoDem dans l'Assemblée nationale, je suis la minorité de la majorité. Et j'arrive à faire passer des choses, mais il faut être innovant et savoir proposer des choses qui ne sont pas proposées par la grande majorité. Des fois, c'est des petits détails, mais qui changent beaucoup et qui, petit à petit, permettent de faire un édifice. Voilà. Et par ailleurs, donc, sur l'impulsion d'Athanas Périfan, que vous devez connaître, qui a fondé la Fête des voisins, et qui a créé le réseau des élus solidaires en Île-de-France. Nous sommes dans le Val-de-Marne, je suis co-animateur du réseau des élus solidaires. Et là, je peux vous dire que c'est transpartisan. Et le but, c'est de faire accélérer les choses, de faire partage de bonnes manières. Je vous prends un exemple. Dans la ville de l'Île-et-Roses, on avait mis en place le mutuelle communal. J'ai apporté tous les documents électroniques, on va dire l'appel à partenariat, etc., qu'on a mis tout en commun. Et maintenant, je peux dire qu'en un an, on a eu 6 villes, qui ne soient pas forcément du MoDem, qui ont adopté cette mutuelle communale. Donc je pense que, je ne sais pas s'il est possible de faire un groupe, un shadow group des députés solidaires, entre guillemets, qui pourraient partager, alors ça serait peut-être des initiatives qui existent déjà sur le terrain, et qui pourraient remonter toute la systématique qui pourrait faire aller plus vite les choses. Voilà. Merci pour le témoignage. Sarah, tu peux peut-être répondre peut-être sur la première question par rapport au législatif, au présidentiel? Moi, j'ai envie de dire, il y en a un ici qui a la vision des deux, c'est Patrick Mignola. Et donc, je ferai un plaisir de répondre après aux autres questions, mais celle-là, moi, je vais l'inviter à nous rejoindre et à apporter une réponse, parce que je vois un certain nombre de collègues et je voyais qu'il se passait quelque chose. Allez, va. Vous pouvez donc voir que Sarah El Haïry a une remarquable capacité à passer les ballons. J'ai fait du basket il y a longtemps. Je fais une première réponse sur les armes, monsieur. Parce que c'est un sujet de préoccupation pour tout le monde, de comment on fait de l'ordre public en restant dans une dimension respectueuse de l'intégrité physique des uns et des autres. Le mouvement social qui vient de s'opérer quand on était à Guidel il y a un an, personne n'imaginait que 2 mois plus tard, on se retrouve dans la crise des Gilets jaunes. On était dans d'autres sujets. Alors qu'en fait, on n'a jamais cessé d'être dans le sujet que François Bayrou décrit depuis une décennie, c'est-à-dire qu'il y a un divorce entre la base et le sommet et que la base, par des résurgences régulières, l'exprime, et que là, ça s'est exprimé extrêmement violemment. Sauf que ça veut dire que pour les forces de l'ordre, ils se sont retrouvés dans des situations qu'ils n'avaient pas prévues. Parce que jusqu'à la crise des Gilets jaunes, il y avait eu simplement 3 ou 4 G7 où tout d'un coup on avait retrouvé des Black Blocs. Et en France, là, on les a retrouvés tous les samedis. Et vous avez vu la doctrine évoluer, parce qu'on a l'impression, parce que c'est les forces de l'ordre qui savent tout et qui sont formées à bien faire les choses, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire, on avait une doctrine qui était plutôt une doctrine immobile et qui est devenue une doctrine mobile. Ça a beaucoup mieux marché après. Je ne crois pas qu'il faille interdire les armes. Je vous donne un avis personnel. Parce que je préférerais toujours qu'on évite de péter l'Arc de Triomphe. Et que c'était plutôt une honte pour le pays qu'on ait laissé détruire des patrimoines français. Alors depuis que le préfet l'allemand est arrivé à la préfecture de police de Paris et depuis qu'on a fait évoluer la doctrine, on arrive à faire respecter l'ordre public et en même temps, c'est le cas de le dire,
on respecte mieux l'intégrité physique des gens. Mais c'est, de toute façon, c'est forcément une faute et un échec pour un pays de ne pas laisser des mouvements sociaux se dérouler sans qu'il y ait de défauts physiques à la fin. Mais force doit rester à la loi. On est la France. On ne peut pas laisser se dérouler tous les samedis après-midi un délire qui va jusqu'à toucher aux institutions. Voilà. Donc c'est assez compliqué ce que je dis, mais je pense qu'il faut assumer ça. Et cette forme d'autorité qui s'exprime depuis que Max Weber l'a conçue sur la seule violence légitime qu'est celle de l'État pour faire respecter l'État de droit, c'est-à-dire celui qui nous protège tous. Voilà. Sur l'autre. Deuxième question sur exécutif et législatif, et je pense que ça rejoint, on s'en disait un mot avec Erwan à l'instant, sur, au fond, c'est quoi notre rôle? Oui, bien sûr, parce qu'on est le mouvement démocrate, on considère qu'il y a un équilibre des pouvoirs, et que dans la séparation des pouvoirs, nécessairement, le Parlement et le gouvernement doivent être dans un dialogue beaucoup plus équilibré qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça rejoint les discussions que vous avez eues auparavant. C'est-à-dire, au sein du Parlement, c'est quoi notre valeur ajoutée pour que le Parlement pèse plus et que, le cas échéant, le mouvement démocrate pèse plus au sein du Parlement. Je vais vous faire un aveu, c'est hyper frustrant pour les députés MoDem de ne pouvoir pas faire valoir toujours leurs différences en faisant le pas de côté quand le gouvernement produit, sous injonction de Bercy, des propositions qui ne sont pas toujours heureuses. Pourquoi Bercy a du poids, si on vient aux racines des choses? C'est parce que ce pays a accumulé une telle dette depuis 40 ans que par définition, c'est les financiers qui commandent plutôt que les politiques. Et que tout texte, toute idée, toute action politique qui est promue par le gouvernement, par définition, passe par le crible de Bercy. Moi, j'avais eu la chance de faire du cabinet ministériel à 25 ans, devenant parlementaire 25 ans plus tard. Il y a 25 ans, j'étais déjà surpris que Bercy, au sein du gouvernement, commande beaucoup. 25 ans plus tard, parce que 25 ans de dettes ont été accumulées, Bercy commande plus encore. Je dis ça sous l'œil d'un ancien parlementaire éminent qui est Jean-Jacques Légaud. Donc il y a une frustration. Il y a une frustration aussi qui tient au fait que cette majorité toute neuve, constituée de plein de néo-députés, elle a besoin de nous. Et que ce soit Marc avant moi, ou aujourd'hui au sein de notre groupe parlementaire, notre qualité principale à l'Assemblée nationale, c'est d'être un pôle de stabilité. Parce que si le président de la République a été élu, c'est pour remettre le pays en mouvement. Il faut donc qu'on avance, qu'on réforme. On l'a peut-être fait d'ailleurs trop rapidement ou trop brutalement, et en faisant des erreurs, sans doute, depuis 2 ans. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si on ne tient pas la parole qu'Emmanuel Macron a donnée aux Français, nous serons balayés, nous reviendrons au système droite-gauche d'avant. Et au fond, ça concernerait que la famille centrale que nous sommes. Mais plus grave que ça, on reviendrait à l'immobilisme provoqué par le système droite-gauche. Et dans un pays où justement il y a une base qui est tellement mal par rapport à son sommet, et dans un pays où il y a tellement de gens qui ont plus de chances de pouvoir s'élever dans l'échelle sociale. Parce que le fond du sujet, c'est celui-là. Qu'il y ait d'une génération à l'autre des gens qui ne peuvent plus croire qu'ils peuvent s'élever dans l'échelle sociale, qui ne peuvent plus croire que leurs enfants peuvent s'élever, eux aussi. Parce que dans un pays immobile, ceux qui payent le plus cher tribut, c'est ceux qui ne sont pas bien. On avait l'obligation de remettre ce pays en mouvement. Et, dans un groupe LREM qui a sur le papier la majorité absolue à lui seul, mais qui peut s'égayer parfois, et ne pas assurer la majorité à l'Assemblée nationale, il y a besoin de cette espèce de force, de stabilité et de loyauté du mouvement démocrate. Alors, après 2 ans presque et demi, nous, on a eu beaucoup de frustration, mais ce que j'entends dans l'opinion publique et corroboré par les enquêtes d'opinion, c'est que malgré tout, le MoDem est
perçu, qu'il est entendu, alors de façon très paradoxale, comme un mouvement qui est plutôt de centre droit, parce que les gens ne peuvent pas s'empêcher de garder les oreilles, les lunettes droite-gauche, mais qui est aussi l'aile sociale de la majorité. On est les deux ailes de cette majorité. Quand même amusant. Voilà. Ce qui veut bien dire que le classement droite-gauche ne veut plus rien dire en réalité. Mais ça veut dire aussi que notre petite musique, que notre différence, elle est entendue. Et que quand l'exécutif fait le con, comme cette semaine, ou au moment où on présente un budget de 10 milliards de baisse d'impôts, on commence par les augmenter en enlevant les exonérations de charges patronales pour les aides à domicile des plus de 70 ans. Faut quand même être un peu bourrique, hein. Non mais... Le président de la République, pour sortir de la crise des Gilets jaunes, lâche 13 milliards en 13 minutes, on l'inscrit dans le budget, il faut que enfin ça prenne corps dans le portefeuille des Français, parce qu'ils ne croient même pas qu'on va abaisser les impôts. Bah tu parles, ça fait 40 ans que c'est pas arrivé, donc les mecs ils vont pas nous croire tout de suite. On l'inscrit dans le budget, la baisse de 10 milliards, mais bam, les mecs de Bercy passent par derrière et disent la première mesure qu'on va leur faire annoncer pendant le week-end, là, voilà. Là, je puis vous dire que c'est bien le groupe du mouvement démocrate qui, dès mardi matin à Matignon, a fait reculer. On n'a pas fait les malins. C'est-à-dire que mardi à 13h, la conférence de presse à l'Assemblée nationale, qu'on tient toutes les semaines, j'ai pas dit, en faisant le fier à bras, c'est grâce à nous que le Premier ministre, dans 2 heures, va annoncer qu'on le retire. Parce que je suis fondamentalement attaché au mouvement démocrate et j'ai renoncé à plein de choses pour continuer à être un compagnon de route de François Bayrou pendant des années, et y compris une bonne partie de ma carrière politique. Mais plus important que le mouvement démocrate, je pense que c'est la réussite de la majorité présidentielle et du président de la République. Et que ça se voit pas tellement, ça se voit pas tous les mardis à 13h, on met pas des marqueurs tout le temps, on cherche pas à faire notre différence pour la différence, mais que dans la durée et sur le terrain, ça finira par payer. Si la majorité présidentielle perd, nous perdrons tous et nous serons les premiers à perdre. Et si elle gagne maintenant qu'elle est stable, et je crois que nous contribuons à sa stabilité, alors nous pourrons faire valoir notre musique. Et ça doit être quoi notre musique? Je ne veux pas être long, et donc je terminerai par ça. C'est que la REM n'a pas de doctrine. C'est un mouvement extraordinairement puissant, parce que c'est le mouvement du président de la République qui est étincelant et qui a un immense espoir pour la France, et pas que pour la France, je crois. C'est un mouvement extraordinairement nombreux, et on le vit à l'Assemblée nationale, mais c'est un mouvement extraordinairement divers. Ça peut être une richesse. En ce moment, ça l'est pas trop, puis vous le voyez bien dans la préparation des municipales. Entre le sous-courant issu du PS, le sous-courant issu de la droite, le sous-courant issu de nulle part... C'est chaud. Voilà. Notre rôle, c'est de mettre une doctrine. Et c'est de dire comment on crée un axe qui permette à tout moment de trouver une boussole et de trouver les arbitrages dans les décisions qu'on prend. Cet axe, c'est celui qu'on défend depuis très longtemps. Que François a tenu, souvent seul contre tous, et parfois même en étant jusqu'à des sujets de moquerie sur le terrain. C'est celui d'être capable de créer un capitalisme à visage humain, une économie sociale de marché, qui dans les temps qui viennent va devenir une écologie sociale de marché. Ce qu'auparavant on caricaturait en ni droite ni gauche, mais qui est tout simplement de sortir de cette logique droite-gauche pour être capable de
comprendre la liberté d'entreprendre et la mondialisation, mais de faire en sorte que l'argent qu'on gagnera par l'économie, il doit venir nécessairement pour la cohésion sociale et l'émancipation de ceux qui ont peu ou de ceux qui n'ont rien. C'est ça notre ligne. Et bien si on peut se différencier dans la majorité, c'est plutôt en lui donnant la doctrine qui est la nôtre, qu'à vouloir systématiquement faire les malins à l'Assemblée en disant qu'on n'est pas d'accord. Parce que même si on l'a fait par le passé, en assumant qu'on n'était pas pour la suppression de l'ISF, qu'on n'était pas pour l'application de la CSG telle qu'elle l'a été, on était pour la solution que le président de la République a adoptée au mois de décembre. Que nous, on a nos propres engagements fondamentaux et intimes. Le plus important, c'est que si on veut que la majorité dure et qu'elle continue de durer au-delà de 2022, parce qu'un pays qui est arrêté depuis 40 ans ne se réformera pas bien en 10 ans, il faut qu'on lui donne enfin cette colonne vertébrale. Elle commencera par les municipales, elle continuera par les départementales et les régionales. Et croyez-moi, parce que je les vois, il y a des gens qui sont super à La République En Marche. Moi, je ne suis pas là pour dauber dessus. Des fois, ils disent des conneries, mais enfin, nous, il y a 10 ans, quand on a créé le MoDem, on en disait plein des conneries. Hein. Bon. Donc, et on peut encore le faire à période régulière. Bon. Aidons-les. Aidons-les à trouver cette colonne vertébrale, parce que cette colonne vertébrale, ce sera la nôtre. Aidons-les à ne pas être refermés sur eux-mêmes, à se regarder le nombril, à vouloir planter des drapeaux partout à chaque élection en croyant que même une municipale, c'est comme une législative. Et à la fin, vous verrez que cette majorité, elle nous ressemblera tellement qu'on aura fait progresser le pays. C'est bien. Oui. Alors, comme dirait François, juste deux phrases. Non, c'était par rapport à Bercy, une anecdote de Alain Juppé, pour montrer la puissance de Bercy. Quand Alain Juppé était Premier ministre, on parlait toujours de la lutte contre le travail dissimulé. Mon frère lui dit, mais j'ai une idée, on pourrait demander à ce que Bercy exonère les propriétaires qui font les travaux chez eux, le montant des travaux de leur déclaration d'impôt. Juppé lui dit, c'est une bonne idée, je la transmets. Ça part donc chez Bercy. Et 6 mois après, ça revient. Alors Juppé est trop content, va dire mon frère, tu vois, l'idée que tu m'avais donnée là, il y a 6 mois, ça y est, Bercy l'a utilisée, ça revient. Décision de Bercy, on pourrait déduire la TVA. Mon frère lui dit, mais si je fais des travaux au noir, j'ai pas de TVA. Comme quoi, l'idée intéressante qui part chez Bercy revient inutile. Et juste un petit mot, il y en a 2 ou 3 que j'ai vu tout à l'heure qui vont parler des municipales. Je veux dire, fort de mon expérience, on me posait souvent la question, pardon Christine de radoter, parce qu'elle m'a entendu 20 fois le dire, les jeunes qui me disaient, quelle qualité il faut pour être maire? Je disais, il faut 3 qualités. 1, et ça correspond à ce qu'avait Chirac, il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, il ne faut pas faire ça. Passer du constamment, les week-ends, tout le temps, il faut aimer les gens. Deuxièmement, je vais le présenter sous une forme un peu humoristique, il faut être capable de se faire expliquer un sujet que vous connaissez bien par quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, c'est-à-dire la patience. Et la troisième, c'est de bien s'entourer. Et là, j'ai essayé de suivre le conseil de Warren Buffett, le milliardaire américain, qui dit « Vos collaborateurs doivent avoir 3 qualités. La compétence, la disponibilité et la fidélité. Parce que s'il n'y a pas les 3e, les 2 autres vous tueront. » Voilà la sagesse. Merci beaucoup. Et pour conclure, je vais inviter l'ensemble de nos députés, de nos parlementaires qui sont un peu partout, à se lever pour en fait continuer notre discussion en partant vers le bar. Merci à tous. Bonne soirée.